Du journal. À Kinshasa, une heure de plus à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 1er novembre. Pour les Saint-Thomas, les marchés deviennent plus éloquents. 10 000 francs congolais de réduction sur les produits de première nécessité. La baisse de taux de dollar améliore le panier de la ménagère comme l'a souhaité le gouvernement. Nos reporters se sont rendus sur le lieu. Le flux financier illicite voit les possibilités de mouvement se rétrécir. Tous les services et directions de lutte ont renforcé leur capacité. Le forum de haut niveau du secteur minier s'est penché sur la question. Les motocyclistes roulent sur les chaussées de Kinshasa comme sur un territoire conquis. Il n'y a pas de code pour eux, aucune courtoisie. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a consacré une plénière à la problématique. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La pluie de cet après-midi à Kinshasa interroge sur les jours à venir et les potentiels dégâts des rues inondées, les véhicules qui bravent les torrents et les embouteillages qui étouffent la circulation. Le pire est à craindre en ce mois de novembre parmi le plus pluvieux de l'année. Ici, sur Triomphal, les images rappellent des jours sombres. Les autorités de la ville doivent s'armer de courage. Surtout, elles doivent accélérer les différents travaux des voiries. Kinshasa, sous les eaux, il faut se préparer à apporter des solutions au cas extrême. Il était au cœur de l'histoire égyptienne. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé sa présence ce samedi 1er novembre à l'inauguration du Grand Egyptian Museum au Caire, le plus grand musée archéologique au monde. Invité par son homologue Abdel Fattah al-Sisi, le chef de l'État congolais, a participé à cette cérémonie prestigieuse qui célèbre le patrimoine millénaire de l'Égypte et consolide les liens de coopération entre Kinshasa et le Caire. Ce musée, qui s'étend sur près d'1 million de mètres carrés, présente plus de 100 000 pièces variées dans le temps et dans l'espace. Les images dans nos prochaines éditions. Et avant de s'envoler pour l'Égypte, le président de la République a séjourné à Paris en France. Sur place, il a échangé avec l'ancien président français François Hollande. Regardez. Sensible à la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ancien président de la République française, François Hollande, a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Paris, à marge de la conférence de soutien à la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Les suivis des engagements de la COP21, la conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques, étaient aussi évoqués au cours des échanges. Les participants à cette conférence s'étaient réunis pour décider des mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique. Les rôles du bassin du Congo dans la régulation climatique mondiale, la présentation du mécanisme des finances climatiques que Carrousel Bioénergie met actuellement en place à travers les fonds Arche du bassin du Congo. Autant de sujets au menu de l'entretien que le chef de l'État a eu avec l'ancien président de la République française à Paris. La 65e réunion du Conseil des ministres a vécu hier, comme il est des coutumes, à Kinshasa. La première ministre Judith Suminwa a présidé cette réunion et qui a évoqué plusieurs sujets d'intérêt national. On écoute plutôt cet extrait du compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Conformément aux instructions du président de la République, chef de l'État, la première ministre a réaffirmé l'attachement du gouvernement au respect des engagements pris envers les partenaires sociaux en dépit des contraintes budgétaires actuelles causées principalement par la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. Dans cette optique, lors de la réunion du comité de conjoncture économique du 28 octobre 2025, elle a demandé aux membres du gouvernement
de procéder dans une approche progressive à l'exécution des accords signés, tout en maintenant un dialogue constant et constructif avec les partenaires sociaux, garants de la confiance et de la stabilité sociale. En ce qui concerne l'appréciation du franc congolais, la Première ministre a demandé aux membres du comité des conjonctures économiques d'intensifier la communication sur la baisse du taux d'inflation, l'appréciation de la monnaie nationale et à terme la stabilité du taux de change, facteur bénéfique pour le pouvoir d'achat de nos populations. À cet effet, nos compatriotes sont invités à privilégier l'usage du franc congolais en vue de consolider sa valeur face aux devises étrangères. Ces efforts seront pleinement soutenus par la mise en œuvre du programme spécial Compact de résilience qui a pour objectif de renforcer la production locale, de soutenir durablement la valeur de notre monnaie nationale et plus largement de contribuer à l'amélioration de conditions de vie de nos populations. À Kinshasa, les ministres membres de la CIRGEL poursuivent les travaux préparatoires en marge du 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements prévus le 13 novembre au courant. Ces travaux examinent les sujets liés à la paix et à la sécurité durable dans la région. Occasion pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, d'exhorter les participants à s'impliquer pour le retour de la paix dans les Grands Lacs. Alain Sazidou. Le monde de l'aviation, parce qu'ici nous sommes dans l'aviation, est bien organisé. D'abord, ce sont les États qui appartiennent à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. C'est pour ça qu'en République démocratique du Congo, les secteurs aériens est géré à deux niveaux. Évidemment, il y a le niveau politique au niveau du ministère du Transport, mais nous avons la RVA d'une part, qui gère tout ce qui est infrastructure. Nous avons l'autorité de l'aéronautique civile qui s'appelle AAC, qui gère tout ce qui concerne les différentes autorisations. Je vous donne un exemple. Il n'y a aucun vol, aucun avion qui peut venir sur les territoires de la RDC sans que préalablement il n'ait obtenu les autorisations, sans que préalablement il n'ait transmis les identifiants de l'avion, donc l'immatriculation, et les membres d'équipage, le manifeste, donc le nombre de passagers, et ce ne sont que après avoir présenté tous ces documents que l'AAC délivre un document qui vous permette de survoler le territoire congolais. Parce que qu'on ne vous trompe pas, les avions sont guidés. Lorsque vous voulez entrer dans l'espace aérien congolais, même si vous devez atterrir à Goma, ne devez-vous pas passer par Kisangani ou par Kindu? Et puis les aéroports sont codifiés dans le langage des spécialistes. Et donc c'est illusoire alors de penser, parce que si c'est Pantin qui occupe les provinces ou les villes plutôt de Goma et des Bukavu, avaient eux la légitimité moindre, ils auraient déjà commencé à utiliser ces aéroports. Et donc l'idée ici, parce qu'il y a une urgence humanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier, même en droit de la guerre, quels que soient les contextes, on laisse toujours un couloir pour apporter de l'appui à ceux qui en ont besoin. Et ni le Rwanda, ni leur fils préféré, le supplétif M23, ne peuvent s'opposer à la nécessité qu'il y a aujourd'hui d'apporter l'appui humanitaire à nos populations qui sont sur place. Alors, ce qui va se passer, on ne va pas lever le NOTAM, mais on va organiser des vols spécifiques avec des types d'appareils précis, avec évidemment la collaboration avec à la fois les humanitaires et les Nations Unies pour voir dans quelle mesure cette assistance pourra être apportée. Nous sommes allés vite. Vous venez de suivre l'intervention du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, sur le couloir humanitaire avec l'ouverture de l'aéroport de Goma. Nous vous l'avions dit tantôt, à Kinshasa, les ministres membres de la CIRGEL poursuivent les travaux préparatoires en marge du 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements prévu le 13 novembre au courant. Ces travaux examinent les sujets liés à la paix et à la sécurité durable dans la région. Anastasie Doubou. Les travaux préparatoires en marge du 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGEL, ouvert ce 31 octobre à Kinshasa, se sont poursuivis ce samedi 1er novembre avec la réunion ordinaire de ministres en charge du genre de l'espace CIRGEL. Point n'est besoin de rappeler que les chefs d'État de la CIRGEL,
en signant le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement, assorti de ces protocoles, dont notamment le protocole de non-agression. Les femmes, premières victimes des conflits, sont souvent exclues des négociations officielles. Bien que des initiatives existent pour renforcer leur présence politique et leur rôle dans la résolution des conflits et la prévention de la violence conformément à la résolution 1325 des Nations Unies. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le représentant du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, aussi voudrais-je vous inviter à œuvrer chaque jour afin de renforcer la paix et la sécurité pour un développement durable dans la région des Grands Lacs. Placé sous l'organisation du ministère de l'intégration régionale en coordination avec les secrétariats exécutifs de la SURGEL, ce travaux se poursuivront jusqu'au 13 novembre sous la présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani et d'autres ministres. Sommet étant prévu le 15 novembre 2025 à Kinshasa de chefs d'État et de gouvernement. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, cette bonne nouvelle pour les Quinois, la stabilisation du franc congolais commence à se faire sentir dans le panier de la ménagère, dans les différents marchés populaires de la capitale. Riz, maïs, poulet, chincha, farine et certains produits de première nécessité voient leur prix baisser jusqu'à 10 000 francs congolais. Une respiration pour les quotidiens des ménages, comme le montre ce reportage de Patience Bouketou. Des prix revus à la baisse, comme le démontrent ces tableaux dans ces différentes chambres froides de Kinshasa. 15 000 francs de moins pour le poulet, chincha, communément appelé mpiodi, cuisses de poulet et autres produits. Pour le président des importateurs congolais, cette baisse est due à la stabilité des francs congolais sur les marchés d'échange. Oui, il y a baisse. Quand les mpiodi qui viennent de Brazzaville, les importateurs amènent les obiques, nous allons acheter et nous appliquons des taux. Parce que nous mettons 15 $ ou bien 2 $ par carton et nous appliquons les taux. C'est moins cher. Avis contraire pour ces Congolais qui estiment que certains Congolais préfèrent fixer en francs congolais leurs produits de première nécessité sans pourtant baisser les prix. Les prix n'ont pas baissé. Par exemple, les poissons fumés qui étaient à 68 $ se vendent maintenant à 78 $. Au contraire, les prix ont grimpé. Et Mathilde, alors le gouvernement fasse la solution. Autre écueil à soulever, c'est la problématique de fixation de taux d'échange chez les cambistes. Certains plaident pour l'application de la loi en la matière. Et ce communiqué à la Banque centrale du Congo porte à l'attention du public qu'il tend à s'observer quelques pressions sur la demande de devises sur le marché d'échange au cours de ces derniers jours. La Banque centrale rassure le marché quant à sa capacité à répondre efficacement à ces demandes au regard du niveau de ses réserves de change. Pour ce faire, elle va intervenir à travers la vente des devises aux banques commerciales en date du lundi 3 novembre et du vendredi 7 novembre 2025. Elle encourage ainsi la population et les opérateurs économiques à recourir aux transactions en monnaie nationale en vue de préserver la valeur de leurs avoirs. Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2025, André Wameso Kwalololoki, gouverneur. Et après un lancement pilote concluant à Kinshasa, l'application Talo, développée par le ministère de l'économie nationale pour faciliter le suivi de prix de biens de première nécessité, entre désormais dans sa phase d'extension provinciale. Cette première étape vise à couvrir 33 villes à travers le pays, renforçant ainsi la transparence et la régulation des marchés redépendants. Au total, 120 agents et cadres formés sur l'utilisation de l'application Talon avec le concours des équipes de formateurs venus de Kinshasa, dépêchés par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui ont assuré cette formation pour cette première expérience. À l'intérieur du pays, 8 villes qui sont d'abord concernées, à savoir Lubumbashi, Likasi, Kolwezi pour la partie sud, Mujimai, Kananga pour le centre, Matadi Boma pour l'ouest et Kisangani pour la partie orientale. Et dans toutes ces villes, les agents et cadres formés étaient favorables à l'innovation technologique qui vise à digitaliser et fiabiliser les suivis des prix. Cette opération est pour nous, c'est une opération gratuite.
Ça ne nécessite aucun paiement parce que les agents ne font que leur travail pour lequel l'État les paie. Moderniser les méthodes de surveillance et renforcer la transparence des prix sur les marchés pour l'ensemble du territoire national reste la détermination du gouvernement de la République. Stop au manuel. Désormais, la transmission des données s'effectuera à l'aide d'un smartphone et les résultats transmis en temps réel. L'application Talo vient d'être démontrée sur terrain et donc il nous reste de bien vouloir continuer à travailler tel que nous voulons recevoir les instructions de la part du formateur. Une application dont l'objectif de prélever les prix pour faciliter les prix en fait sur les marchés. En plus de 8 premières villes, cette première phase de formation s'étendra sur 25 autres pour faire le total des 33 villes retenues dans ce programme pour l'ensemble du pays. À l'issue de cette formation, les participants ont reçu des outils de travail composés de smartphones connectés à l'Internet et gilets de services pour leur mission et l'efficacité sur le terrain avec l'appui des autorités provinciales. À Kikwit, la fonction publique se modernise. La ville de Kwilu dispose désormais d'un annuaire alphabétique et numérique des agents publics, une avancée clé pour la transparence et la bonne gestion des effectifs. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présenté ces outils et évoqué les réformes en cours pour renforcer l'administration. Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moké Manouma. Dans le cadre de la poursuite de la réforme de l'administration publique et de la maîtrise de la masse salariale, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé ce jeudi 30 octobre 2025 à Kikwit à la publication officielle des annuaires alphabétiques et numériques des agents et fonctionnaires de l'État pour la province du Kwilu. Tout fait va contribuer à l'épanouissement du fonctionnaire de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est tenue dans la salle du Grand Hôtel Kwilu en présence des autorités provinciales et locales ainsi que les cadres de l'administration publique. C'est la toute première fois dans notre province et dans notre pays de voir ce système. Chaque agent de l'État est bien identifié dans l'annuaire, comme simplement un envie de joie. Cette démarche marque une étape de plus dans l'opération de certification des agents réguliers à travers le fichier de référence des agents publics FRAP, un outil stratégique pour lutter contre la fraude, les doublons et les fictifs et pour garantir que seuls les agents légalement reconnus soient pris en charge par le Trésor public. Nous sommes en train de faire avec toutes les administrations le travail de la réfixation des cadres et structures organiques avec des référentiels des emplois qui refixent le rôle de chaque administration, chaque division, chaque agent. On va arrêter de payer les numéros matricules. On va désormais rémunérer le travail accompli. Après Kinshasa, le Grand Kasaï et le Congo central, la province du Kwilu rejoint ainsi la dynamique nationale impulsée par le gouvernement pour bâtir une administration moderne, transparente et performante, fidèle à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce message pour les agents et fonctionnaires de l'État, ils peuvent s'attendre à leur paye très bientôt. L'annonce a été faite par Yannick Issassi, président intérimaire et du comité de suivi de la paye. Il explique les raisons de ce retard liés aux travaux d'ajustement en cours. Selon lui, le paiement des salaires du mois d'octobre débutera la semaine prochaine. Sylvie Moembo et Ibrahim Chakou, on écoute. Sous la houlette de son président intérimaire, Yannick Issa Sindelo, les membres du comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État ont relevé que des ajustements techniques importants devraient être effectués suivant les orientations des autorités compétentes en vue d'une harmonisation des chiffres entre les services du ministère des Finances et ceux du ministère du Budget. Mais à quand le lancement du pays? Aujourd'hui, il était question avec les différents services ainsi que les opérateurs de paie, de statuer sur l'accélération du processus pour que la paie soit lancée en fait en début de semaine prochaine. Alors nous pouvons rassurer tous les agents et fonctionnaires de l'État que l'État liquidatif a été déjà validé suivant l'harmonisation qui a été faite et les services sont en train de travailler pour que d'ici lundi ou mardi au plus tard que les opérateurs de paie commence déjà en fait à alimenter les comptes, je dirais, des différents bénéficiaires. Alors nous sommes là, nous allons poursuivre les suivis rapprochés déjà la semaine prochaine pour nous assurer que les instructions qui ont été données par les autorités soient scrupuleusement suivies
par les différents services et particulièrement par les opérateurs de la paix. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, le secteur minier congolais au cœur de la lutte contre le flux financier illicite. Ce forum de haut niveau vient de fermer ses portes à Kinshasa sur un bilan positif. Direction et services repartent renforcés, prêts à traquer les pratiques illégales et à assainir la gestion des ressources du pays. C'est un récit de Cédric Elina. Chaque dollar perdu est un enfant privé d'éducation, un centre de santé non équipé, une route non achevée. Le gouvernement congolais intensifie donc son offensive contre le flux financier illicite qui draine chaque année des milliards de dollars hors du pays. Lors de la conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale, cas du secteur minier, organisée à Kinshasa avec la GIZ, il a été question de peaufiner des stratégies pour endiguer cette hémorragie fiscale qui prive l'État des ressources vitales. Cependant, comment la RDC peut-elle transformer son immense potentiel minier en véritable levier de développement quand près de 90% d'exportations nationales échappent au contrôle du fisc? Les régies financières ont répondu à tour de rôle sur cette question. Ici par le professeur Jean-Denis, que le public enrichi par la publication de la DGVA, nous venons faire ici ce qui suit pour intervenir réaliste. La stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue aujourd'hui le socle fondamental de ces dispositifs. En parallèle, la création du Comité national des mises en œuvre des sanctions financières ciblées démontre à suffisance la volonté des autorités de se doter d'outils répressifs efficaces. Restons dans ce secteur de mine. L'ONG Impact et son projet Sa sécurité ont été présentés et évalués dernièrement par une délégation des députés européens. Ce projet financé par l'UE a reçu le soutien des partenaires européens. Regardez. Une forte délégation des députés européens est actuellement en tournée dans la province du Haut-Katanga et dans l'espace Grand Katanga. L'objectif précis de cette ronde est d'évaluer l'impact et les résultats des projets et actions financés par l'Union européenne dans la région. Ce mercredi 29 octobre 2025, la délégation a rencontré l'ONG Impact RDC, Impact qui exécute un projet majeur soutenu par l'Union européenne, projet dénommé Sa sécurité, promotion de droits, de la diligence et amélioration des conditions socio-économiques des femmes pour mieux lutter contre le travail des enfants dans les mines. L'ONG a présenté les avancées, les défis et les perspectives du projet, qui est actif notamment dans le Haut-Katanga et le Lualaba. La rencontre a été marquée par des témoignages poignants des bénéficiaires, dont une jeune femme de Kolwezi qui a souligné les bienfaits du projet Sa sécurité de l'ONG Impact. À la fin de l'échange, le chef de la délégation parlementaire européen, Barry Andrew, s'est exprimé, tout comme Polycarpe Kumasamba, représentant d'Impact au niveau de la RDC. Les intérêts européens et le gouvernement de Congo s'est complètement aligné. Les valeurs de trouver un chemin pour les enfants de commencer l'éducation et finir à travailler dans la mine. Nous sommes venus présenter ce projet à ces parlementaires afin qu'ils comprennent le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain et aussi faire un plaidoyer pour que des actions comme ça soient continues pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et surtout la lutte contre le travail des enfants dans les mines. La mission des députés se poursuit, axée sur l'évaluation de l'impact des financements européens sur le terrain en République démocratique du Congo. Les apprenants de la session 2024-2025 à l'École nationale des finances ont été congédiés avec leur diplôme en main. La cérémonie de clôture de l'année de formation a été présidée par la vice-ministre des Finances, Grace Yamba-Kazadi, qui a salué le travail d'excellence de plus en plus visible à l'ENEF. Egichala. La 50e promotion de l'École nationale des finances a terminé sa formation et cette cérémonie consacre des années d'apprentissage pour l'amélioration du rendement dans leurs services respectifs. La vice-ministre des Finances, Grace Yamba-Kazadi, qui a présidé cette double cérémonie de clôture de l'année de formation 2024-2025 et de l'ouverture de l'année de formation 2025-2026,
invite les lauréats à être les catalyseurs des bonnes pratiques. Cette évolution témoignerait du sérieux et de la culture de l'excellence qui s'affirme progressivement au sein de l'École nationale des finances. Nous déclarons close l'année de formation initiale 2024-2025 et l'ouverture des celles de la session 2025-2026. La directrice générale de l'École nationale des finances, Yvette Barachichoua Chabani, a engagé l'école sur la voie de la modernisation et de l'excellence. L'année de formation 2024-2025 restera à bien des égards marquante dans l'histoire récente de l'École nationale des finances. Elle a été jalonnée de plusieurs avancées significatives, traduisant la volonté de modernisation et de renforcement institutionnel porté par notre établissement sous l'impulsion engagée de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Des dizaines de lauréats, venus des différents horizons représentant les différentes régies et autres services de l'État, ont reçu chacun son diplôme en présence de toutes les autorités invitées pour la circonstance. Le FPI mise sur le recyclage comme moteur d'une croissance verte lors d'une rencontre autour du thème Assainir Kinshasa, un défi collectif pour le développement durable. Le DGA a réaffirmé l'engagement du fonds pour soutenir les secteurs industriels et économiques afin de construire un écosystème d'investissement pour une capitale plus propre et viable. Alain Bikaï. Assainir Kinshasa, un défi collectif pour le développement durable. C'est autour de ce thème que s'est tenu un forum économique réunissant les autorités publiques, les industriels, les partenaires techniques et les investisseurs. Objectif, trouver un cadre de financement efficace pour l'assainissement urbain et encourager les solutions locales de recyclage. Parmi les temps forts de cette rencontre, l'intervention de Blaise Mastaki Birindoa, directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI, qui a marqué les esprits par son message clair. Les FPI veut faire du recyclage un moteur de développement durable. Dans sa communication, le DGA a présenté les opportunités offertes aux industriels du secteur, notamment dans le recyclage des déchets plastiques, la valorisation des déchets organiques et la production de biogaz. Les FPI promènent un accompagnement à travers les partenariats publics-privés, les fonds verts et les crédits carbone. Soyez seulement sûr de la dimension stratégique de votre projet. Le fonds que nous représentons ici est à même de vous soutenir jusqu'à hauteur de 10%. Essayez encore de venir aujourd'hui, vous verrez que le fonds est géré avec des règles standards très strictes. Ces forums économiques sur l'assainissement urbain aura ainsi permis de poser des bases d'un nouvel écosystème d'investissement où les FPI s'affirment comme un acteur clé de la transformation industrielle et de la protection de l'environnement à Kinshasa. Clôture Forum Kelo Bantu, un succès assuré. Les 2 jours d'échanges intenses ont permis aux leaders et décideurs de renforcer leurs compétences et de co-construire des solutions pour la transition écologique, économique et sociale de la République démocratique du Congo. Les recommandations finales serviront de base à la feuille de route 2026-2031. Mireille Deke. Ouvert hier, le forum auquel le Bantu appartient désormais au passé. La co-création et renforcement de compétences, ce thème décortiqué au 2e jour du forum, est placé sous le signe de la co-construction et de la participation active de parties prenantes. Au cours de ce panel, les participants, représentants du gouvernement, du secteur privé, de la coopération internationale et de la société civile, ont été appelés à apporter leur feedback afin d'améliorer et structurer ensemble le projet en véritable consortium opérationnel et durable. Cette année, on a voulu passer des dialogues à l'action. Donc, pendant les 2 jours, on a présenté 4 piliers d'un programme novateur qu'on veut mettre en place, essentiellement pour réduire les gaps de compétences qu'on a si identifiés pendant les 5 années précédentes. Les secondes choses, nous avons eu un atelier de co-construction avec les différents acteurs pour voir dans quelle mesure avoir un programme qui intègre tous les aspects nécessaires pour le renforcement des capacités en RDC. Un autre panel, c'est celui consacré aux masterclass exclusives, animés par des experts nationaux et internationaux,
offrant un espace d'inspiration et de renforcement de capacités sur des thématiques d'avenir, notamment le leadership inclusif et résilient, l'humanité dans un avenir dominé par l'intelligence artificielle et autres. À l'issue de ces ateliers, plusieurs recommandations ont été formulées et les prochaines étapes de la feuille de route 2026-2031. Kelebantou, un forum tourné vers l'action, sa 6e édition vient de réaffirmer cette ambition. En politique, sous le thème Pacte social pour la paix et le vivre ensemble, une conférence débat s'est tenue à l'Université catholique du Congo. Le professeur André Mbata a éclairé le concept essentiel appelant les confessions religieuses à condamner fermement les agresseurs de la République démocratique du Congo. Un récit de Robert Ndaïtusese. À l'initiative de la faculté des sciences politiques de l'Université catholique du Congo, le professeur André Mbata Betokoume Soumango a participé comme orateur à la conférence scientifique sur le thème « Le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac, jeux et enjeux ». Aux côtés du professeur Alphonse Mbenza et de l'écrivain Didier Momengi, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation et constitutionnaliste, André Mbata Betokoume Soumango, a sans détour et d'une manière audacieuse, structurée et enrichissante, donné son avis sur le pacte social initié par la CENCO et l'Église du Christ au Congo. On parle plus, c'est le pacte congolais. Pourquoi on cite tant les Grands Lacs? On cite tant les Grands Lacs, on n'a pas vu les évêques du Rwanda, la conférence épiscopale du Rwanda devait faire un projet analogue, on pouvait les mettre ensemble, la conférence épiscopale du Burundi, ou même dans le cadre de l'ASEAN. Pour les conférences épiscopales de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique centrale ou des Grands Lacs. Mais le projet n'est porté qu'ici. Quelle est la place des Grands Lacs? Quelle est la place des envahisseurs? Mon prédécesseur a dit non, l'Église ne veut pas condamner, compte tenu de son attitude morale. Mais l'Église doit avoir le courage de condamner. La vérité, c'est cela. On ne doit pas refuser de condamner parce qu'on va chercher le financement ailleurs, non. Dans son intervention musclée, accompagnée de versets bibliques, les constitutionnalistes André Mbata Betokoume Soumango, devant un parterre d'étudiants, des professeurs, chercheurs et leaders d'opinion, a annoncé ses couleurs. Est-ce que s'il n'y avait pas agression du Rwanda, on aurait assisté à l'initiative d'un pacte social? Non. Il faut reconnaître le problème que nous avons. Évidemment, il y a des causes internes, il y a aussi des causes externes. C'est l'agression rwandaise et le Rwanda qu'il faut condamner. Ces interventions, ponctuées de acclamations, auront laissé une empreinte forte de ces débats scientifiques à l'Université catholique du Congo. Et à l'occasion de la journée mondiale des villes, la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat, Angèle Bangazayogo, appelle chaque citoyen à s'impliquer activement dans la transformation de nos cités, placée sous le thème « Les villes intelligentes centrées sur le peuple et tournées vers l'avenir ». L'édita avec Boubouana Mokondi. Chers compatriotes, en cette journée internationale des villes, sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et sous la coordination du gouvernement de la République, conduit par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, la politique nationale de la ville œuvre à bâtir des cités plus humaines, innovantes et tournées vers le bien-être collectif. Le thème retenu cette année, ville intelligente centrée sur les peuples et tournée vers l'avenir, interpelle nos gouvernements à faire de la technologie et de l'innovation des leviers au service du développement humain, de la cohésion sociale et de la durabilité environnementale. Il s'agit de construire des villes qui placent les citoyens au cœur de la planification, qui valorisent l'inclusion, la participation et l'aide équitable aux services urbains essentiels. En ce jour symbolique, le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à exprimer sa solidarité et sa profonde compassion à l'endroit de toutes les villes actuellement sous occupation de l'ennemi et à toutes les populations qui y vivent dans la souffrance et l'incertitude.
Les taxis-motos continuent à s'aimer la terreur sur les routes de Kinshasa. Le non-respect du code de la route par certains motocyclistes est à l'origine des nombreux accidents occasionnant des pertes en vies humaines. Face à cette situation, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a récemment tenu une séance plénière consacrée à la proposition de loi visant à encadrer et réglementer l'activité des taxis-motos dans la ville-province. Merendeke et Blondine Wavingana. La problématique de la réglementation de taxis-motos à Kinshasa est centrée sur le conflit entre leur rôle crucial dans le transport urbain et leur non-conformité au code de la route, ce qui entraîne des problèmes de sécurité, d'anarchie et de mauvaise gouvernance. Cette problématique a fait l'objet de la matière décortiquée à la séance plénière tenue à l'Assemblée provinciale sous la conduite du député provincial, l'honorable Lévi Mbuta Sangupamba. Cette séance plénière a déclaré recevable la proposition d'édit portant réglementation du transport pour les taxis-motos à Kinshasa. Initiative du député provincial Nicolas Wemankoy Omokoté visant à encadrer l'exercice du transport en commun par taxi-moto devenu incontournable pour le déplacement des Kinois. Cette loi fixe les règles relatives au respect du code de la route, l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, la limitation du nombre de passagers et de la vitesse, le port obligatoire du casque, gilet et bien d'autres. Ce secteur est devenu un véritable défi économique et social, un instrument de survie des milliers de familles des Kinoises. Mettre en place des sanctions éducatives pour les contrevenants. Après cet exercice, la proposition de cet édit a été transmise aux commissions PAJ et ECOFIN pour approfondissement. Concernant la proposition d'édit sur la protection des droits de la population contre le banditisme urbain présentée par l'honorable Diwa Banza, celle-ci a été reportée à une plénière ultérieure. Octobre Rose, ce mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein, s'est achevé en beauté avec le dépistage de 200 femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale. Palpation quotidienne chaque matin, un geste anodin mais crucial pour la prévention et la détection précoce. Mami Kadima. Octobre Rose. Les participants à cette journée qui marque la fin de la campagne contre les cancers a été placé sous les thèmes sensibilisation des femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les cancers, la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Le professeur Berthe Ndinga, gynécologue des formations, a lancé les dépistages volontaires au bénéfice des 200 femmes de cette institution. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme dans le monde, je dis bien dans le monde. En 2022, par exemple, il y a eu 2 millions de cas qui ont été diagnostiqués. 2 millions de cas diagnostiqués. Ça veut dire que c'est une femme qui est diagnostiquée pratiquement toutes les 18 secondes. C'est vous dire. Toutes les 18 secondes, une femme qui est diagnostiquée. Le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans presque tous les pays. Des tenues roses ont été distribuées à cette journée organisée sous l'égide du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Charles Moudiaï Kazadi, représenté par le docteur Matabaro Ephraim, directeur à la prévention. Les échanges enrichissants entre participants et organisateurs ont sanctionné cette journée. Revenons sur ces gestes simples mais qui peuvent sauver des vies. Les femmes du Fonds de promotion de la santé ont appris les techniques d'autopalpation, outil essentiel pour détecter précocement le cancer du sein. Sensibilisées et déterminées, elles sont descendues dans les rues de Kinshasa pour transmettre ce message vital de se dépister à temps. C'est se donner une chance de vivre. Erika Bomba. L'autopalpation est un geste simple pour les femmes de faire à tout âge leur bilan, repérer les anomalies de signes et alertes qui pourraient les amener à se faire dépister avant que la maladie du cancer du sein n'ait gagne trop du terrain dans leur corps. Les femmes du Fonds de promotion de la santé FPS, avec à leur tête la directrice générale adjointe, professeure Claudine Chimanga, ont appris toutes les techniques pour faire la palpation, un moyen simple, mais pas trop pratiqué. L'idéal serait pour chaque femme de le faire une fois par mois, selon les explications de ce médecin. Informées, ces femmes n'ont pas tardé à passer à l'action.
Elles ont initié une marche des santé dans les rues de Kinshasa pour sensibiliser d'autres femmes à se faire dépister. Un seul message, le dépistage précoce sauve des vies. Lorsqu'on est dans le système de santé et dans la protection financière de santé, c'est aussi de réduire le coût. Et le seul mécanisme pour réduire le coût, c'est la sensibilisation et la prévention. Aujourd'hui, c'était vraiment la sensibilisation. On a bénéficié de la pédagogie de nos médecins qui nous ont expliqué comment il fallait prévenir, comment il fallait détecter le cancer du col utérin, comment il faut détecter le cancer du sein. Une grosse mobilisation du Fonds de promotion de la santé dans le cadre d'Octobre Rose pour faire reculer un mal qui tue encore en silence des milliers de femmes à travers le pays. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Lubumbashi, dans le Katanga et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNT, l'actualité continue sur nos antennes. Nous retrouvons tout à l'heure à 23h Serge Merlin Matin, demain 7h Eric Abamba. Moi, je vous reviens très prochainement sur nos antennes. Au revoir et excellent week-end à toutes et à tous. Are you ready? Yes, Dad. Happy birthday. Cheese. It's more than a meal. You ready, Nana? It's living with a taste for life. Bonjour à tous, bienvenue, c'est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, les personnalités qui font l'économie sur le continent, et c'est le patron d'un groupe historique que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en compagnie de ma camarade Aurélie Mbida. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Chef du pôle économie de Jeune Afrique, nous recevons le directeur général de l'Empire Castel, comme il est parfois surnommé. Bonjour Grégory Clair. Bonjour à tous les deux, bonjour. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Quelques mots de votre groupe, fondé en 1949 par Pierre Castel, d'abord dans le commerce des légumes, puis deux autres secteurs, le commerce du vin, Castel Frères, dans le sud-ouest de la France, la région de Bordeaux forcément, puis en Afrique avec la bière, de très nombreuses marques sur le continent, mais aussi d'autres boissons, des boissons gazeuses, l'eau, l'agroalimentaire, la production de verre. L'Afrique, Grégory Clair, au cœur de votre activité de chef d'entreprise. Aurélie, retrace votre parcours. Alors Grégory Clair, vous êtes aujourd'hui à la tête de l'un des plus grands groupes agro-industriels du continent. Castel, c'est un empire tentaculaire qui s'étend aujourd'hui sur 22 pays avec près de 80 sites de production et un très fort maillage territorial. Un groupe au chiffre d'affaires local estimé à plus de 4 milliards d'euros, devenu synonyme de bière, boissons, mais aussi de sucre, de farine et de verre. Un géant africain, mais à capitaux familiaux français, ce qui en fait un acteur singulier dans le paysage économique du continent. Mais avant de prendre les commandes de cet empire, vous y êtes illustré en tant que conseil, un avocat de formation diplômé de l'université de Zurich dans votre pays d'origine, la Suisse, un profil atypique dans un groupe aussi ancré dans la tradition industrielle. Vous avez rejoint Castel il y a une quinzaine d'années en tant que conseil, avocat, avant d'en devenir l'un des piliers exécutifs jusqu'à prendre officiellement la direction en 2023. Ce parcours illustre une forme de métamorphose, celle d'un homme qui connaît par cœur les contrats, mais aussi les marchés, les tensions sociales, les routes d'Afrique de l'Ouest et les réalités des usines de Ouagadougou ou encore d'Abidjan. Grégory Clair, en quoi cette formation de juriste, d'avocat d'affaires vous aide aujourd'hui dans vos fonctions? Est-ce que ça vous aide à gérer la complexité de différents dossiers, à négocier, à décider aussi?
Vous savez, on dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. Eh bien, je crois qu'effectivement, les formations juridiques, de manière générale, mènent à beaucoup de choses. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est un avantage d'avoir une formation juridique solide, qui plus est par les temps qui courent. Aurélie. Puis bien sûr, il y a Pierre Castel, le fondateur, 99 ans cette année, une longévité rare, un patriarche respecté qui a bâti un empire sur une intuition simple, produire localement, distribuer efficacement dans une certaine discrétion et rester maître de son capital, une gouvernance familiale avec ses forces et ses secrets, où la fidélité compte autant que la performance. C'est dans cet héritage que vous vous inscrivez désormais, votre propre marque de fabrique, celle d'un groupe qui s'ouvre, sans renier son ADN. Comment vous pourriez définir cet héritage? Qu'est-ce que vous a appris Pierre Castel? Écoutez, je pense déjà que c'est un visionnaire, c'est un génie d'une certaine manière. C'est pour moi l'exemple parfait de l'entrepreneur, la personne qui sait prendre des risques, qui calcule ses risques, et puis finalement qui réussit, qui a la réussite qu'on lui connaît. Donc je crois qu'au sein du groupe Castel, nous sommes tous naturellement marqués par cet ADN que nous cherchons à maintenir, que je cherche bien évidemment à maintenir, à faire évoluer, d'accord? C'est une évolution, c'est pas une révolution, parce que notre ADN est puissant, il est fantastique et nous sommes extrêmement fiers. Vous, Grégory Clair, vous parlez de terrain, vous parlez de proximité, de ces voyages répétés entre Singapour, Accra, Ouagadougou, Abidjan, Dakar, Luanda ou encore Tananarive, où vous avez mesuré, dites-vous, la force du sentiment d'appartenance au sein de Castel, de cette idée que l'entreprise n'est pas qu'une marque, mais une communauté, la conviction que Castel, malgré son envergure, reste une aventure profondément humaine, construite sur la confiance et la transmission. Si vous deviez retenir un souvenir de terrain, justement, sur le continent africain? C'est une très bonne question, j'en ai tellement que c'est pas facile de faire le tri. Mais écoutez, je vous dirais tout simplement une expérience que j'ai vécue au Tchad, à N'Djamena, pour être tout à fait précis, où lors d'une soirée et d'un repas, eh bien, je me retrouve assis à côté de notre chef brasseur, un Cubain. Et naturellement, on vient à parler de Cuba, et il m'explique que voilà, quand il a grandi à Cuba, il a quitté Cuba dans certaines circonstances assez difficiles, et puis je lui dis ben voilà, que je connais Cuba, bien évidemment, mais dans des relations, je dirais, plus détendues que celles qu'il m'expliquait. Et à ce moment-là, je lui demande tout simplement, je lui dis mais est-ce que vous y retournez de temps en temps? Puis là, il me dit oui, j'y retourne la semaine prochaine, je vais voir ma maman, qui est âgée et qui va pas très bien, je vais lui apporter des médicaments. Et la manière dont il m'a expliqué cette histoire, dont il me racontait ce voyage qu'il allait faire pour amener des médicaments à sa maman, et que les choses soient claires, ce sont des médicaments qui étaient des médicaments basiques, hein, aspirine, paracétamol, etc. Et qui manquent beaucoup. Exactement, et dans son discours, on voyait, ça transpirait le sentiment d'appartenance, c'était vraiment, je tiens à remercier le groupe Castel, parce que c'est grâce au groupe Castel que je peux justement aller apporter ces médicaments à ma maman. Et j'ai trouvé ça extrêmement puissant, extrêmement fort, et je crois que d'une certaine manière, ça résume ce que vous venez de dire, l'humain est au centre de nos préoccupations chez Castel. C'est aussi quelque chose au centre de vos préoccupations. Vous avez hérité d'un groupe en mutation, hein, dans un secteur où tout change. La consommation d'alcool recule parfois dans certaines zones, la fiscalité s'alourdit, les coûts de production flambent et la concurrence s'intensifie. Mais vous avez aussi pris la tête d'un acteur dont les fondamentaux demeurent puissants. Une logistique intégrée, un réseau de distribution sans équivalent et une culture de la fabrication locale, depuis les moulins sommidiens, on reparlera des moulins un peu plus tard dans l'émission, jusqu'aux brasseries. Castel sont des marques phares, Castel Beer, Beaufort, 33 Export, Top, mais aussi une empreinte agricole qui irrigue des milliers de planteurs africains du Cameroun au Sénégal. L'année 2025 s'annonce charnière. Le groupe vient de boucler une acquisition de 80% de Guinness Ghana auprès de Diageo, une opération qui est stratégique, renforce votre présence en Afrique de l'Ouest et concrétise aussi la consolidation du marché africain de la bière, à l'heure où sa consommation en Afrique devrait croître de plus de 40% d'ici à 2030. Vous incarnez une nouvelle génération de dirigeants plus discrets mais aussi plus conscients de la nécessité de se prêter à l'exercice de la transparence. Justement, Grégory Clair, vous avez décidé de vous exprimer ici, dans cette émission, pour RFI et Jeune Afrique, ce que ne font pas tous les dirigeants de grands groupes tels que le vôtre. Pourquoi?
Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Je pense que nous sommes fiers de notre groupe, nous sommes extrêmement fiers de notre groupe, nous sommes fiers de ce que vous venez de rappeler d'ailleurs, Madame Mbida, des acquisitions récentes, Guinness Ghana Breweries Limited au Ghana, dont nous avons fait l'acquisition au mois de juillet 2025. Sur cette volonté de transparence. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, la volonté de transparence, je pense que la communication de manière générale est quelque chose de sain. Ça permet justement de faire connaître nos activités, notre groupe au grand public. Et d'une certaine manière, ça rend aussi fiers nos collaborateurs. Et pourquoi les autres grands groupes ne le font pas tous? Pourquoi certains décident de réserver leur communication à leurs collaborateurs, justement, et pas au grand public? Écoutez, je laisserai aux autres groupes gérer leur communication pour commencer. Maintenant, en ce qui me concerne, je vois quand même au niveau des autres groupes une démocratisation très claire de la communication, ce que je trouve à titre personnel de manière très positive. Pour finir, Grégory Clair, vous avez cette double culture, cette double casquette qui vous permettent de naviguer aujourd'hui avec une conviction dans un monde où les crises s'enchaînent. Le plus solide des contrats reste la confiance. Grégory Clair, directeur général du groupe Castel et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, vous allez nous expliquer votre stratégie, vos projets, vos préoccupations aussi dans le contexte du moment pour une grande entreprise comme la vôtre et pour vos clients. Un entretien à découvrir sur notre chaîne YouTube en images et en toutes lettres sur le site de Jeune Afrique, jeuneafrique.com. Nous attendons vos partages et vos commentaires sans modération, contrairement bien sûr à la consommation d'alcool. Grégory Clair, vous voilà donc depuis 2023 à la tête de ce groupe qui compte des dizaines de milliers d'employés, un chiffre d'affaires en milliards d'euros, incontournable donc dans le paysage africain. On croise des publicités pour Castel un peu partout sur le continent. Comment arbitrer entre l'héritage dont on a parlé et la nécessité de transformer? Quel changement était nécessaire quand vous êtes arrivé? Écoutez, de nouveau, je crois que c'est une très bonne question. On parle de changement, moi je parlerais plutôt d'évolution, d'une certaine manière. L'héritage est fantastique, l'héritage est incroyable. Nous sommes en Afrique depuis 1966, grâce à cette vision, permettez-moi le pléonasme, visionnaire, justement, du fondateur et des membres de la famille qui l'ont accompagné dans cette aventure, qu'on fait quelque chose d'absolument exceptionnel. Et donc, rien n'est immuable. Absolument, rien n'est immuable. Et c'est pour ça qu'il est important de capitaliser sur cet héritage qui est fantastique. Et un groupe comme le nôtre se doit de croître, de grandir, on se doit de le choyer, mais on se doit aussi de le développer. Et c'est pour ça que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux marchés, de nouveaux types de consommateurs. On doit s'adapter. Le continent africain est un continent en pleine mutation. C'est un continent extrêmement positif, qui a une forte croissance, comme vous le savez, démographique notamment, mais pas que. Et donc je pense que quand on a la chance d'y être implanté depuis quelques dizaines d'années, eh bien il faut capitaliser sur cela. Croissance inégale tout de même. Aurélie? Concrètement, quand vous êtes arrivé à la tête du groupe, quelles ont été vos priorités? Est-ce que c'était de moderniser, évoluer en modernisant? Est-ce qu'il y a une question de gouvernance? Est-ce que vous êtes venu avec des nouveaux profils? C'est quoi vos priorités? Alors les priorités, c'était vraiment de m'assurer que l'humain soit au centre de nos préoccupations. Et une des premières choses que j'ai dites en arrivant, c'était que j'allais être un DG de terrain. D'accord ? Et je crois que tout le monde le sait, ça s'est vu, je passe énormément de temps sur le terrain. Lors de ma première année, j'avais... Ça se voit en tout cas sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Et j'avais donc pris l'engagement d'aller à la rencontre de toutes mes équipes, sans aucune exception, sur les 12 premiers mois. Ça a été fait. Et justement, Monsieur Faure, vous le soulignez très justement, le but c'était aussi de les mettre en valeur. D'accord ? Parce que, je le dis toujours, ce sont eux les héros du quotidien, ce sont eux qui sont sur les territoires sur lesquels nous sommes implantés, qui sont plus ou moins compliqués, et comme vous le savez, nous opérons également sur des territoires qui sont compliqués. Et donc, le but c'était de leur dire, voilà, nous sommes là, je suis là, j'ai été livré avec les équipes, avec mes équipes, et donc c'était vraiment m'assurer que, il y avait une proximité, une accessibilité, et bien évidemment leur dire, voilà, pour nous, notre actif le plus important, c'est le groupe Castel, reste nos employés et donc l'humain. Vous dirigez des gens, des personnes plus expérimentées, plus âgées que vous, sans doute.
Est-ce qu'il y a un problème ou est-ce que ça n'est pas du tout un problème? Est-ce que ça pose des défis? Non seulement c'est pas un problème, mais je pense qu'en plus c'est un avantage. C'est un avantage parce que justement, en s'entourant de personnes qui ont plus d'expérience, qui ont plus de recul aussi, eh bien on peut capitaliser là-dessus, une fois de plus. Donc finalement, il y a un mixte et il faut juste avoir le bon niveau de mixte entre l'expérience, aussi la jeunesse, l'énergie, etc., la sagesse. Et je pense que c'est en ayant cette alchimie, d'une certaine manière, qu'on arrive à faire des choses relativement merveilleuses. Justement, vous parliez tout à l'heure du local et de l'emprise locale. Que diriez-vous de la prise de décision au sein du groupe Castel? Quand on regarde, vous êtes implanté Bordeaux, Paris, Luxembourg, la Suisse, bien sûr, une multitude de filiales locales, notamment en Afrique. Que diriez-vous et que dites-vous de la marge de décision de ces filiales? Est-ce qu'elles ont cette latitude que vous avez là? Alors, vous savez, je le dis souvent et je vais le répéter ici dans cette émission, une de nos forces, c'est notre agilité, d'accord? Et nous sommes, d'une certaine manière, construits, je parle ici du groupe, en étant un groupe agile. Et par conséquent, on est un groupe relativement décentralisé, avec beaucoup de pouvoir qui est accordé aux filiales. Et c'est à mon sens quelque chose qu'il ne faut surtout pas changer. Comme je le dis souvent, c'est de manière imagée, je dis on donne les clés du camion à nos directeurs généraux de filiales. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fantastique. Premièrement, ça les responsabilise. Deuxièmement, je pense qu'ils sont fiers de cette responsabilité. Et puis, troisièmement, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus, ce sont eux qui sont sur le terrain au quotidien. Personne de mieux qu'eux connaît justement cette actualité et les défis auxquels ils sont confrontés. Donc voilà, je pense que quand vous voulez être extrêmement agile, ce dont nous avons besoin en Afrique, assurément, eh bien, il est préférable d'avoir un modèle décentralisé. Donc, pour répondre, Madame Mbida, à votre question, une marge de manœuvre importante qui est laissée aux directeurs généraux de filiales et à leurs équipes. Décentraliser encore plus par rapport à avant? Est-ce que c'est un mouvement que vous comptez accentuer? Non, je ne dirais pas plus, je dirais autant, mais pas moins. Voilà. Est-ce que l'Afrique reste votre priorité? C'est là où vous faites la plus grande partie de votre chiffre d'affaires. Ou est-ce que vous avez d'autres ambitions hors d'Afrique? Là, on voit quelques images du 70e anniversaire de Solibra en Côte d'Ivoire, société de limonaderie et de boissons rafraîchissantes d'Afrique. Absolument. Et permettez-moi de rebondir là-dessus. Cette année a été une année assez importante, étant donné que nous avons eu les 70 ans de la Solibra en Côte d'Ivoire. On a également eu les 100 ans de la Brassimba à Lubumbashi. Donc c'est une année remplie d'anniversaires. Sur ce ratio entre l'Afrique et vos ambitions ailleurs dans le monde? L'Afrique, de nouveau, c'est un continent que nous avons la prétention de connaître, sur lequel je souhaite que nous renforcions nos positions, ça c'est sûr. Et puis après, une chose après l'autre. Déjà, je dirais, faisons en sorte d'avoir une position très forte sur le continent. Et puis un jour, qui sait, on verra si le groupe Castel se tourne vers d'autres cieux également. Parce qu'on voit que dans le monde d'aujourd'hui, l'évolution commerciale fait que d'autres régions du monde peuvent être des gisements de croissance pour vous. Oui, alors écoutez, c'est un sentiment qui est relativement partagé. Si vous regardez la consommation de bière au niveau mondial, il y a quand même beaucoup de continents qui sont en recul. L'Afrique reste un continent positif en comparaison. Donc de nouveau, je crois qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Aujourd'hui, nous sommes bien là où nous sommes. Je suis un africano positif, comme je le dis toujours. Je crois positivement et profondément en ce continent. Donc nous y sommes bien, et c'est pour ça d'ailleurs que nous augmentons notre empreinte aujourd'hui sur le continent. Le cœur de vos activités, Grégory Clerc, ce sont donc les boissons, notamment les boissons alcoolisées comme la bière. Parmi les nouveautés, une nouvelle marque au Sénégal à consommer avec modération. Et puis récemment aussi une grosse opération au Ghana. On en a parlé tout à l'heure, le rachat de 80% de Guinness Ghana auprès de Diageo. C'est l'une des plus importantes opérations du secteur depuis 10 ans. Il y a 2 usines sur place. Quelle synergie concrète attendez-vous entre les marques existantes, les unités industrielles, puis le circuit de distribution? Permettez-moi de répondre en 2 temps. Je vais rebondir sur le lancement effectivement au Sénégal de la BDO.
qui veut dire Wolof, en Wolof, donc la langue locale qui veut dire étoile. Effectivement, on a fait ce lancement récemment. Et une fois de plus, pourquoi on a utilisé le Wolof? Eh bien, c'est justement pour montrer et démontrer notre ancrage local. Maintenant, sur le deuxième point que vous avez évoqué, Mme Bida, à savoir sur l'acquisition effectivement de cette brasserie au Ghana, 2 sites de production, comme vous l'avez mentionné, un à Accra et un à Kumasi. Alors, pour moi, c'était fondamental de faire cette acquisition. Pourquoi? Si vous prenez la carte de géographie et que vous regardez nos lieux d'implantation, eh bien, c'était la dernière pièce du puzzle qui nous manquait. Et donc, c'est pour ça que j'étais très très positif quant au fait d'effectuer cette acquisition. Maintenant, par rapport aux synergies, alors j'espère qu'elles seront naturellement multiples. J'espère qu'elles seront multiples. Nous continuerons bien évidemment de brasser et de distribuer la bière emblématique de la brasserie, à savoir la Guinness, mais nous avons naturellement différents plans pour apporter sur le marché également d'autres produits, des nouveaux produits, et j'espère que les consommateurs attendent ça avec impatience. Je rebondis sur le nom de vos marques et de vos bières. Guinness dans un pays anglophone, Bidou dans un pays où on parle Wolof, des noms francophones dans les pays francophones. Vous avez vraiment envie de continuer dans cette démarche d'individualiser vos marques selon les différents pays? Vous savez, je dis souvent, le groupe Castel pour moi est une fédération d'entreprises locales. Et justement, nous avons de très forts ancrages locaux. Dans la plupart des pays dans lesquels nous sommes implémentés, nous avons la marque de bière emblématique du pays. Vous en avez mentionné certaines, il y a la Kuka par exemple en Angola, pour citer un autre exemple, la Magnan également au Cameroun. Enfin, je pourrais vous citer beaucoup d'exemples, vu qu'on a plus de 100 marques qui nous appartiennent et que nous brassons, distribuons, etc., que ce soit en bière ou également en boissons gazeuses, alcoomix, etc. Donc oui, la réponse est très claire. Nous avons l'intention de continuer à avoir un ancrage local extrêmement fort. Et je dirais même, le but, c'est de renforcer cet ancrage. Alors, je voudrais revenir justement sur les acquisitions. On a parlé du Ghana et donc de Diageo qui vous a cédé sa participation et d'ailleurs qui réévalue aussi sa présence en Afrique de l'Est. Ça vous intéresse aussi peut-être les opérations futures avec Diageo? Est-ce que vous avez des critères spéciaux d'acquisition? Vous disiez avoir la marque emblématique locale. Est-ce qu'il y a une question de poids de marché, de stabilité réglementaire, de capacité d'accès à la logistique? Et je crois qu'il y a une volonté très, très claire au sein du groupe Castel, une volonté de croissance et de développement. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit avant, je le répète, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. La croissance, c'est fondamental, le développement aussi, mais il faut que ça ait du sens, d'accord? Il faut que ça ait du sens, il faut que ça permette des synergies et autres. Donc, je crois que nous sommes, et c'est très clair, ouverts à toute discussion de manière générale. Après, ça ne veut pas dire que nous irons de l'avant avec tel ou tel projet. Mais en tout cas, voilà, nous sommes toujours intéressés par ce qui se passe de manière générale sur le continent. Donc l'Afrique de l'Est, peut-être? Écoutez, l'Afrique de l'Est fait partie naturellement des régions d'Afrique qui nous intéressent. Comme vous le savez, c'est une partie de l'Afrique sur laquelle nous avons une implantation qui est moins importante. Donc oui, effectivement, l'Afrique de l'Est, mais pas que l'Afrique de l'Est. Il y a en revanche d'autres marchés, on va dire, un peu plus complexes en ce moment, les marchés dans les pays du Sahel, la République démocratique du Congo, la Centrafrique, où d'ailleurs l'une de vos brasseries a subi une attaque en 2023. Est-ce que vous avez une cartographie de vos zones prioritaires et d'éventuelles zones à éviter? Alors écoutez, je vais être très clair avec vous, parce que cette question m'est souvent posée. Est-ce qu'il y a des pays desquels nous envisageons de nous retirer? La réponse est très claire, non. Aucun. Aucun, et c'est pour ça que je suis d'autant plus fier de nos équipes qui font sur le terrain un travail qui est fantastique. Mais de nouveau, le fait d'être dans ces pays depuis aussi longtemps nous permet de comprendre justement les particularités de ce qui s'y passe. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de priorité qui est mise plus sur un pays que sur un autre.
tous nos pays, d'une certaine manière, sont prioritaires. Mais la question sécuritaire est quand même examinée. Absolument, elle est non seulement examinée, mais on porte une attention très importante à cela. Nous avons des équipes qui sont dédiées uniquement à cette cartographie. Nous avons une cartographie des risques qui est effectuée. C'est pris en compte, bien évidemment. Mais voilà, nous sommes, je veux dire, aujourd'hui très positifs. Et vous le savez, vous êtes des spécialistes de l'Afrique. L'Afrique a toujours été cyclique, d'accord ? Aujourd'hui, un pays va mal, demain, ce même pays ira probablement bien, d'accord ? C'est propre à l'Afrique, c'est propre à ce continent. Donc de nouveau, je crois que le mot qui résume bien ça, c'est la résilience. Et nous savons chez Castel être résilient. Il y a la sécurité et puis il y a la politique. Exactement, Castel est aussi très présent à Madagascar, avec notamment Star, l'une de ses marques phares. Madagascar, un pays où le président Ange Rajoelina a été renversé par des militaires. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Est-ce que vous craignez ou pas que les intérêts des entreprises, des multinationales, dont les multinationales européennes, ils soient menacés, sachant que vous avez des milliers d'employés dans l'agriculture qui est un secteur très fragile dans ce pays? Écoutez, de manière générale, on a effectivement de très belles opérations avec certaines particularités à Madagascar, notamment parce que nous avons une malterie, comme vous le savez, et que nous travaillons avec un nombre conséquent d'agriculteurs, plus de 18 000 sur l'île. Maintenant, par rapport aux événements qui sont en train de se dérouler là-bas, eh bien, écoutez, de nouveau, je crois qu'il faut tout simplement laisser les populations locales se déterminer. C'est après tout elles que ça concerne. En ce qui nous concerne, nous, eh bien, écoutez, je crois que tout simplement, on adapte notre temps de travail en fonction des événements de ces derniers jours. Voilà, à voir, restons attentifs. Mais en tout cas, on est positif quant à notre activité. Donc vous êtes en contact avec vos équipes sur le terrain pour éventuellement ne pas ouvrir un site à un moment, en rouvrir un autre? Contact au quotidien, pour que les choses soient tout à fait claires. Ces 2 dernières semaines, eh bien, effectivement, des choix ont dû être faits à certains moments, lors de manifestations par exemple, de fermer certains sites, de renvoyer nos employés chez eux pour des raisons de sécurité. Donc naturellement, comme je le dis, une fois de plus, l'humain est au centre de nos préoccupations. Nous sommes sur une politique zéro risque et donc on a dû s'adapter. Donc il y a eu des jours de fermeture d'une part et puis il y a eu des jours où c'était un autre deux, c'est on a adapté nos horaires de travail en commençant les productions plus tôt et en finissant les productions également plus tôt dans la journée. Donc voilà, de nouveau flexibilité, agilité. Mais pas question d'arrêter l'activité. Absolument pas. Quoi qu'il arrive. Absolument pas. Autre nouveauté de ces derniers mois pour le groupe Castel, au printemps 2025, la première distillerie du groupe inaugurée à Nkali, en République du Congo. Est-ce que ça s'inscrit dans le mouvement général vers la souveraineté économique? Beaucoup de pays disent on veut réduire notre dépendance aux importations, renforcer le contenu local. Là, distillerie, sur place, on transforme localement, c'est ça le Exactement, écoutez, ça c'est une de mes grandes fiertés, une de nos grandes fiertés au sein du groupe Castel, c'est les synergies que nous avons avec Somdia, vous savez, une de nos filiales. Et effectivement, cette ouverture de cette première, je dis bien cette première distillerie, parce qu'on en ouvrira une deuxième l'année prochaine en Côte d'Ivoire, eh bien justement nous permet ces synergies. Permettez-moi de passer 2 secondes sur ce point. Ce qui est fantastique avec Somdia, c'est que nous avons des plantations de canne à sucre et donc par conséquent nous avons du sucre pour nos boissons gazeuses. Mais on s'est rendu compte que ce sucre, on pouvait aussi avoir de la mélasse et de cette mélasse en faire de l'alcool de bouche. Et cet alcool de bouche également l'utiliser pour nos boissons alcoolisées, en l'occurrence nos alcomix. Donc d'une certaine manière, je dirais c'est du win-win. On a des productions locales, donc de nouveau on développe le terreau local, ce qui est extrêmement important à nos yeux, et puis on crée justement des synergies avec nos différents pôles, et donc ce qui est bénéfique pour nos boissons. Alors vous avez parlé effectivement des matières premières locales, et puis qui servent à la bière et aux autres boissons, mais ce n'est pas seulement cette bière, c'est aussi le sucre, la farine et des boissons non alcoolisées, l'eau et de la logistique, beaucoup de choses. Comment on structure tout ça, un groupe avec une telle diversité industrielle, tout en maintenant une cohérence stratégique et puis financière, évidemment? Bien sûr, mais écoutez, il faut de la rigueur. Je crois que c'est probablement le mot qui résume cela. Vous avez raison, il y a différents départements qui traitent les sujets que vous venez d'évoquer. La logistique est bien évidemment un domaine extrêmement important pour nous. Nous touchons environ 700 000 points de vente sur le continent africain, ce qui est absolument colossal. Nous avons probablement le meilleur de réseau de distribution dans les pays dans lesquels nous opérons, avec un maillage qui est extrêmement fin, qui a été développé au fil des années.
Donc oui, je crois que de manière générale, les analystes sont assez unanimes pour dire que notre route to market est la plus puissante. Les moulins sur Somdia, la farine c'est quasiment fini, enfin en tout cas si le processus traîne pour la session de la reprise par Avos de ces 2 derniers mois, elle devrait être actée selon nos dernières informations à la fin du mois d'octobre ou au pire à la fin de l'année. Voilà, ça demeure un changement important pour Somdia, pour votre groupe. Est-ce que vous êtes soulagé d'avoir réussi à céder ces moulins? Ou bien, il y a une autre explication, en tout cas, qu'est-ce que ça va permettre au niveau de Somdia et de Castel? Alors écoutez, le but était très clair, c'était de recentrer l'activité de Somdia sur nos activités principales qui font du sens en termes de synergie, comme je viens de vous l'expliquer. Les moulins, qui est une activité qui est fantastique, je dirais, n'était pas l'activité qui nous permettait les plus grandes synergies. Donc c'est pour ça qu'on a décidé effectivement de recentrer le focus de Somdia sur les activités qui sont pour nous à plus grande valeur ajoutée en termes d'intégration verticale et de synergie. Grégory Clair, le directeur général de Castel, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Grégory Clair, vous êtes arrivé à la tête de ce groupe dans un contexte marqué par une enquête ouverte par le parquet national antiterroriste français sur les activités de Castel en Centrafrique. Où en est aujourd'hui le processus d'enquête interne? Quelques éléments. Oui, tout à fait. Effectivement, écoutez, il y a une enquête, comme vous le savez, préliminaire qui a été ouverte par le PNAT. Il y a eu un choix également de l'autorité de ne pas ouvrir d'informations judiciaires à ce sujet. Nous, tout de suite, dès qu'on a été avertis par cela à l'époque, parce que ça remonte maintenant, eh bien, nous avons, au travers de notre comité éthique, sollicité qu'une enquête interne soit diligentée sur plus de 8 mois par un très grand cabinet, notamment. Et les conclusions de cette enquête interne sont très claires et ne corroborent absolument pas donc, les allégations qui ont été faites par le rapport auquel vous y référence. Est-ce que vous avez apporté, vous, dans cette affaire, est-ce que vous avez apporté du nouveau en termes de conformité, d'éthique, de contrôle interne? Est-ce que vous avez mis en place de nouveaux dispositifs? Ça vous a fait peut-être évoluer aussi? Alors écoutez, malheureusement, je vais devoir vous répondre que j'ai probablement absolument rien apporté, pour plusieurs raisons. C'est que la première chose, c'est que l'affaire à laquelle vous faites référence, c'était donc bien avant mon arrivée, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que Castel n'a pas attendu cette affaire pour mettre en place les systèmes que vous communiquez. Donc d'une certaine manière, non, ça fait partie, vous savez, de la vie des grandes entreprises et des gros groupes. Vous avez des affaires qui arrivent, qui repartent, etc. Mais ça n'a pas eu d'influence particulière sur nos activités. Le groupe Castel reste le numéro 1 africain dans la bière, dans un contexte général d'inflation, parfois supérieure à 10% dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Comment est-ce qu'on fait pour préserver les marges tout en maintenant des prix abordables? Est-ce que vous changez vos gammes?